Cher Eric, merci. On est très heureux de vous retrouver pour nous donner une approche intellectuelle, historique du thème du 55e prix Tétinger, donc qui est cette année le cochon. Donc effectivement, les membres du comité d'organisation présidé par Emmanuel Redeau ont proposé donc aux candidats de travailler sur le thème du porc. Alors vous me disiez qu'autrefois le cochon avait été un animal très respecté dans les campagnes françaises. Oui, absolument. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on avait pas mal de paysans qui avaient un tel respect pour le cochon qu'ils disaient « le monsieur, je vais apporter à manger au monsieur ». Et d'ailleurs, dans les pays autres, disons les pays dans lesquels la consommation de porc n'est pas interdite, eh bien on a beaucoup de déférence, de respect vis-à-vis du cochon parce qu'il donne beaucoup de bienfaits à l'homme depuis qu'il a été domestiqué. Alors justement, la domestication du cochon, c'est à peu près il y a 10 000 ans, dans l'île de Chypre, le sud de la Turquie, à partir de sangliers sauvages, bien évidemment. Et puis un peu plus tard, mais de manière complètement indépendante, en Chine, on va également domestiquer le cochon à partir, là aussi, de sangliers sauvages. Quel symbole était jadis attaché au cochon? Le premier symbole, c'est la fertilité. Tout le monde sait que la truie, c'est un animal qui est très prolifique, puisqu'une truie a au moins 2 portées par an, et que chaque portée, c'est 10, voire 12 petits porcelets. Et puis il y a un autre aspect qui est la durée de la gestation de la truie, qui est exactement de 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Et donc les anciens, qui avaient un peu la tête pleine de symboles, ont été évidemment marqués par ce 3 fois 3. Donc ça, c'est un premier symbole, celui de la fertilité. Et puis il y a, mais lié au premier, la prospérité, la richesse, parce que le cochon, il va donner beaucoup à l'homme. Il va donner des aliments, bien sûr, de la chair, des abats, du gras, bien sûr. Également avec le sang, tout le monde sait que l'on fait du boudin, mais on utilisait également le cochon pour d'autres biens non alimentaires. On faisait avec la peau du cochon du cuir, on faisait des pinceaux avec les soies, c'est-à-dire les poils du cochon. On pouvait utiliser la vessie comme blague à tabac. Avec les os, on faisait de la colle, etc., etc. Donc beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il y a un proverbe français qui dit que dans le cochon, tout est bon. Et puis, par rapport à ce côté prospérité et richesse, on peut se souvenir que nos parents ou nos grands-parents avaient des tirelires en forme de cochon et des tirelires qui étaient en porcelaine. Ce qui est très intéressant, c'est que porcelaine, ça vient d'un mot italien qui vient lui-même d'un mot latin, porcella, qui veut dire petite truie. Alors quel est le rapport? C'est qu'à l'origine, en fait, la porcelaine, c'était un coquillage, la coquille d'un mollusque, dont la face interne avait la forme d'une vulve de truie. Et quand la porcelaine a été importée et fabriquée en Europe, eh bien, il y avait une analogie entre l'aspect de ce coquillage, qui a un aspect blanc, brillant, nacré, comme la porcelaine. Et donc, c'est le lien qu'on peut faire aujourd'hui entre la porcelaine et la truie. Le cochon possède-t-il d'autres particularités? Une particularité très intéressante du cochon, c'est finalement sa proximité biologique avec l'homme. Comme nous, le cochon est omnivore, c'est-à-dire qu'il mange presque de tout. Il doit manger d'ailleurs de tout, c'est-à-dire aussi bien des produits végétaux que des produits issus des animaux. Et d'ailleurs, le système digestif du cochon, eh bien, il est très proche de celui de l'homme. Les organes internes du cochon, eh bien, ils sont disposés comme ceux d'un homme. La preuve en est d'ailleurs, c'est qu'au Moyen-Âge, quand l'Église interdisait que l'on dissèque des cadavres, parce que le corps était considéré comme sacré, eh bien, que faisaient les étudiants en médecine? Ils ouvraient des cochons pour apprendre l'anatomie. Et donc, cette proximité biologique, ce cousinage biologique, certains historiens ont pensé que c'était peut-être une des explications du fait que dans certaines sociétés, le cochon est interdit à la consommation. En tout cas, il y a une ambivalence. Il y a à la fois le cochon que l'on adore parce qu'il donne tellement de choses à l'homme et en même temps sa consommation qui est parfois rejetée, peut-être du fait de cette grande proximité avec l'homme. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces attitudes contrastées par rapport au cochon? Si on prend simplement le bassin méditerranéen, dans l'Antiquité, on a pas mal de sociétés qui refusent de consommer du cochon. C'est à certaines périodes l'Égypte ancienne, les Crétois, les Phéniciens, bien sûr les Hébreux. On sait que les Juifs aujourd'hui, comme les musulmans, ne mangent pas de viande de porc. Alors à l'inverse, on a les Grecs qui, eux, mangent du cochon. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les textes les plus anciens, les textes grecs, les mythes grecs, comme par exemple la célèbre Odyssée d'Homère au 7e siècle avant Jésus-Christ, eh bien on va parler finalement de cette proximité
proximité biologique, puisqu'on va raconter des histoires de transformation d'hommes en cochons et de cochons en hommes. Par exemple, Ulysse, le héros de l'Odyssée d'Homère, eh bien, il va, à un moment, ses compagnons vont être changés en cochons par une sorcière, la sorcière Circé. Alors, heureusement, la métamorphose, elle se passe dans l'autre sens également. Les hommes reprennent forme humaine. Et puis, on va retrouver ça également, par exemple, dans la légende médiévale, cette fois, de Saint Nicolas. Donc, Saint Nicolas, c'est le saint qui va redonner vie et forme humaine à 3 petits garçons qu'un boucher a capturés, a transformés en cochons, a engraissés, a découpés en morceaux avant de les vendre en marché. Donc, vous voyez cette idée de, on peut passer de l'homme au cochon et du cochon à l'homme, c'est une idée qui est très ancienne dans les récits mythiques et qui est liée à cette proximité biologique que j'indiquais entre l'homme et le cochon. Alors vous parliez des Grecs anciens, étaient-ils les seuls à aimer la viande de cochon à cette époque? Les Grecs aimaient la viande de porc, comme je l'ai dit, mais il y avait également les Romains, il y avait les Gaulois, il y avait les peuples germains, les peuples scandinaves, les peuples slaves. Alors, je vais en profiter pour tordre le cou à une idée reçue qui est que les Gaulois se seraient, comme Obélix, régalés à longueur de journée de sangliers sauvages. Non, c'est bien du cochon, c'est-à-dire du porc d'élevage, du sanglier domestiqué, que les Gaulois consommaient. Ils étaient d'ailleurs très experts dans la fabrication des salaisons, des charcuteries. Ils les exportaient jusqu'à Rome. Et les Romains, comme je l'ai dit, aimaient beaucoup la viande de porc. Et d'ailleurs, on a un livre de recettes très connu qu'on a attribué à Apicius, un richissime gourmet du 1er siècle de l'ère chrétienne, dans lequel on a pas mal de recettes de viande de porc, et notamment une recette, mais alors très extravagante, qui est un plat de vulve et de tétine de truie farci aux oursins. Comment perçoit-on le porc au Moyen-Âge dans l'Occident chrétien? Au Moyen-Âge, l'Église se méfie du porc. Alors le peuple aime la viande de porc quand il a l'occasion d'en manger, comme je l'ai dit, mais l'Église voit dans le porc une bête sale, une bête immonde qui se vautre qui mange ses excréments, qui mange des charognes, qui se vautre dans la boue, donc vraiment une image très négative. Et puis en plus, on dit que le cochon est sans arrêt la tête baissée vers le sol, avec le groin qui va fouiller le sol à la recherche de la nourriture, au lieu de lever la tête vers Dieu. Donc c'est vraiment un animal qui est très déconsidéré. Il a quand même une utilité, ce cochon, c'est qu'il est partout, au cœur des villes, il y a des petits élevages de cochons, et le cochon, il est pratique parce qu'il sert d'éboueur urbain. Il va manger les ordures qui sont jetées. Mais en même temps, il y a un revers de la médaille qui fait que de temps en temps, il détruit la boutique d'un marchand, il détruit un potager, il sort de la ville, il ravage les champs, il fait peur aux chevaux, et donc il y a des gens qui tombent, qui se tuent, etc. Donc le cochon, il est toujours dans cette notion un peu d'ambivalence. On s'en méfie et en même temps, on se régale de sa chair. Alors aujourd'hui encore, certaines populations ne mangent pas de porc pour des raisons religieuses. Alors tout le monde sait que les juifs et les musulmans ne mangent pas de cochon pour des raisons religieuses. Alors on ne sait pas en réalité exactement quelle est l'origine de cet interdit alimentaire. Alors bien sûr, on va dire que c'est la saleté du cochon qui fait son impureté, mais c'est une explication qui n'est pas totalement satisfaisante. On a beaucoup parlé également de raisons hygiéniques qui voudraient que la viande de porc mal cuite contienne un ver parasite qui causait une maladie mortelle. Aujourd'hui, cette explication n'est plus retenue. Il y a beaucoup d'hypothèses qui ont été faites, mais en réalité, il est très difficile de savoir quelle est la raison profonde pour laquelle le cochon a été interdit dans le judaïsme, dans l'islam, mais pas du tout dans le christianisme. Même si l'Église se méfie du cochon, le christianisme autorise la consommation de cet animal. Alors une question pour terminer, les cochons ont-ils toujours été roses? Non, les cochons n'ont pas toujours été roses. Finalement, ça n'est seulement que depuis le XVIIIe siècle qu'on a des cochons roses. Et en fait, ça a été obtenu par croisement entre des cochons européens qui, eux, pour le coup, étaient des cochons plutôt foncés, c'est-à-dire noirs, bruns, gris foncé, avec des cochons asiatiques qui étaient plus clairs. Et puis d'ailleurs, les cochons, dans le Moyen-Âge, par exemple, étaient beaucoup plus proches chez nous en Europe que nos sangliers actuels, puisque c'était des animaux qui étaient plus hauts sur pattes, qui avaient un groin plus allongé, puis des canines qui ressemblaient à des petites défenses.